greffier devra sonner l'alerte, voilà, tout le haut. De pouvoir mettre le téléphone. La République, lui, il viendra s'asseoir pour suivre le déroulement de cette rentrée judiciaire 2025-2026. Depuis ma première audience de rentrée judiciaire de la Cour de cassation, j'ai fait une option de ne pas tenir les discours sur des sujets simplement théoriques, scientifiques. J'ai décidé d'aller sur le terrain de la pratique. La première année, j'ai énuméré les opérateurs judiciaires. Il y a des magistrats, des avocats, des greffiers, des défenseurs judiciaires, des secrétaires de parquet, des OPJ, des IPJ. Tout ça sont des opérateurs judiciaires. La première année, j'ai parlé des magistrats. La deuxième, j'ai parlé des greffiers. Ce n'est que logique que pour cette troisième rentrée, je parle des avocats qui sont dans une profession libre, mais ils concourent énormément au service judiciaire, soit pour remonter la justice avec la qualité impeccable du travail, soit pour tirer vers le bas lorsqu'il s'agit des antivaleurs. Ça ne peut pas être surprenant que je parle des avocats qui sont des opérateurs judiciaires. Mais qu'est-ce que vous attendez d'eux pour cette année? J'attends des avocats qui contribuent au renforcement de l'état de droit par la qualité de leur travail et qu'ils combattent des antivaleurs qui sont parmi eux. Tous les mots que j'ai cités viennent non seulement des magistrats et des greffiers, les folios même, on trouve des justiciables, des avocats, des magistrats, des greffiers, tout genre de personnes qui veulent arracher les biens d'autrui et qui se construisent dans ces réseaux mafieux. J'attends que tout le monde mette la main, non seulement les avocats, mais aussi les justiciables. Pourquoi pas la presse veut aussi mettre la main pour qu'on décourage ces réseaux. L'audience solennelle et publique de la Cour de cassation des gens en chambre foraine au palais du peuple ce jour est ouverte. Monsieur le greffier en chef, veuillez procéder à l'appel du rôle. De l'audience solennelle et publique de ce mercredi 15 octobre 2025, à savoir la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2025-2026. Cette audience va s'articuler autour des points ci-après. 1. Allocution de M. le bâtonnier national. 2. Matériel de M. le procureur général près la Cour de cassation. 3. Discours de M. le premier président de la Cour de cassation. L'audience est présidée par M. Ndomba Kabea Eli Léon, premier président, entouré de messieurs et mesdames Ubulu Mpungu Jean, Bajana Ngoya Thérèse, Kombe Kalala Augustin, président, Otudu Ongondi Okita Thomas, Mananga Ngwezi Boniface, Kwilu Vangu Isdo Okanga Mabondo Jean-Marie et Moaji Kabikou Vicky conseiller. Avec le concours du ministère public représenté par M. Mbonde Mambou Firmin, procureur général près la Cour de cassation, et l'assistance de M. Baka Ikio Bienvenu, greffier en chef. Je vous remercie, M. le Premier Président, pour la parole accordée. Merci. La parole est à M. le bâtonnier national pour son allocution.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers et honorés confrères, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. À cette rentrée judiciaire de la Cour de cassation, j'ai l'honneur d'aborder un thème qui peut paraître ramé à contre-courant, sans pour autant être une nouveauté. Et si la procédure spéciale de prise à partie de magistrats était supprimée en droit judiciaire congolais? Le tribun martiniquais Aimé Césaire n'a pas manqué d'occasion de dire que le crayon des dieux lui-même n'est pas sans gomme. Si tel serait le cas, le temps n'est-il pas venu de supprimer la procédure de prise à partie, nonobstant le fait qu'il n'est pas rare de rencontrer un auteur qui exprime légitimement son souhait de la maintenir? Tout en respectant une telle opinion, je fais observer que la présente réflexion ne vise pas la suppression de la faute du magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Elle vise plutôt à ne rendre responsable que le seul État congolais pour tout préjudice causé par la faute du magistrat dans l'exercice de ses fonctions et à faire remplacer la prise à partie par une autre action qui soit celle-là directement dirigée contre l'État afin d'engager sa seule et unique responsabilité. Il importe de rappeler que la prise à partie est essentiellement une demande de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice causé aux justiciables par des magistrats, du chef de certaines fautes définies par la loi et qui a pour effet de faire condamner le magistrat coupable à des dommages et intérêts, éventuellement de faire annuler les arrêts ou jugements, ordonnances, procès-verbaux ou autres actes attaqués. Devons-nous, dans notre pays, continuer à maintenir deux mécanismes principaux de sanction des magistrats, à savoir, d'une part, la procédure disciplinaire et d'autre part, la procédure judiciaire de prise à partie? Le professeur Antoine Rubens rappelle qu'avant que cette procédure de prise à partie ne soit connue en droit congolais, l'action en réparation d'un acte fautif commis par un organe de la puissance publique pouvait être directement dirigée contre la personne publique s'il s'agissait d'une faute de service ou contre la personne de l'agent sans que la responsabilité de la personne publique ne puisse être retenue s'il s'agissait d'un acte détachable de la fonction publique. Ainsi, quelques raisons peuvent valablement justifier la suppression de la procédure de prise à partie. Première raison, la faute du magistrat qui est rattachable au service public de la justice devrait entraîner la responsabilité directe de l'État congolais. En effet, comment concevoir et admettre une faute personnelle du magistrat qui ne soit pas professionnelle lorsque celui-ci pose des actes qui relèvent de ses fonctions et qui sont des actes de service public, mais mal accomplis par ce dernier? Ne s'agit-il pas d'une faute du magistrat en raison du dysfonctionnement du service public de la justice? Il importe de relever que c'est l'État lui-même, puissance publique par excellence,
qui, par le biais de ses cours et tribunaux, distribue la justice à ceux qui en ont besoin, surtout qu'au terme de l'article 149 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Autant les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux, sont exécutés au nom du président de la République. Il devient dès lors difficile de dissocier les cours et tribunaux, ainsi que les animateurs, que sont les magistrats, de l'État lui-même. La justice qui est rendue étant justement celle de l'État et non celle des magistrats pris individuellement. Le pouvoir exercé par ces derniers étant un pouvoir étatique. L'État congolais peut-il encore manifester sa solidarité des responsabilités avec les magistrats, sinon qu'avec lui-même, lui qui est le véritable distributeur de sa propre justice? Il doit donc en être seul responsable, le magistrat ne demeurant que son bras séculier pour rendre justice, que donc un simple organe du même corps et qui ne peut être séparé de celui-ci. Code non, et par simple métaphore, si l'État serait lui-même le bras, ses magistrats seraient alors ses doigts. Et les deux appartenant à un même organe, de sorte que le bras ne peut pas se plaindre du tort causé par ses propres doigts. Dans ces conditions, l'État devrait seul assumer sa responsabilité. Lui qui a la charge de recruter les magistrats, de les former, de les conscientiser, de les moraliser, de les rémunérer. Que l'État agisse d'autorité ou par convention, qu'il agisse par les personnes désignées par la loi ou par leurs délégués, il ne peut agir qu'en tant que personne publique et pour le bien commun. La faute de service de la personne physique par laquelle il agit, engageant sa responsabilité directe. Il serait donc indiqué de recommander au législateur congolais l'adoption d'une loi consacrant la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice. Deuxième raison, la prise à partie s'avère être un véritable handicap. Une procédure d'obstruction aux décisions judiciaires rendues par la Cour commune de justice et d'arbitrage, la CCJA, en sigle, voire même une voie détournée aux fins de faire annuler les décisions judiciaires et autres actes des magistrats, alors que la prise à partie avait été instituée non comme une voie de recours, mais plutôt comme une procédure spéciale que la doctrine a tendance à présenter, malheureusement, parmi les voies de recours extraordinaires. En effet, un arrêt met fin définitivement à un litige dont le recours en cassation est rejeté par la CCJA. La partie qui en est bénéficiaire croit que le procès est terminé. Malheureusement, la partie gagnante voit par la suite la même décision judiciaire contre laquelle le recours en cassation a été rejeté par la CCJA être annulé par un arrêt rendu sur prise à partie par la Cour de cassation de notre pays, État partie. Il s'est fait cependant, et malheureusement, que contre un tel arrêt rendu en prise à partie, aucun recours ne relève de la compétence de la CCJA, tel que décidé par cette Cour dans son arrêt numéro 158/2016 du 27 octobre 2016, dans la cause ayant opposé M. Anissi Moussa Nasser contre la société China Railway, la société minière Kalumbwe et la République démocratique du Congo, et dont le recours visé était l'arrêt RPP 10-17 du 5 juin 2015. Cette procédure de prise à partie rend donc inutile le recours en cassation devant la CCJA tel que conçu par le législateur communautaire. Quant à l'iniquité éventuelle d'une décision judiciaire,
Celle-ci peut être corrigée par d'autres voies de recours ordinaires ou extraordinaires, car, et en réalité, il faut voir dans la prise à partie un substitut introduit par le droit coutumier pour le duel judiciaire auquel la partie bernée pouvait provoquer son juge, suivant les coutumes germaniques. La prise à partie peut donc cacher une frustration d'une partie, une simple provocation, voire même une rancune nourrie par un justiciable irascible contre un magistrat, et ce, par abus de procédure. Que dire aussi de la colère de la partie adverse, bénéficiaire de la décision annulée sur prise à partie, et qui n'a pas été appelée à l'instance? La prise à partie ne porte-t-elle pas atteinte aux intérêts de la partie adverse, qui, sans avoir été appelée au procès en prise à partie, voit la décision entreprise anéantie, alors que celle-ci a fait naître des droits dans son chef? L'intervention volontaire en instance de prise à partie des magistrats n'étant pas organisée en droit congolais. Ainsi, l'iniquité d'une décision pourra être corrigée par le biais du pourvoi en cassation du procureur général près la Cour de cassation, introduit dans l'intérêt de la loi ou sur injonction du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ces deux mécanismes de recours judiciaire pourront suffire à garantir toute correction de l'iniquité d'une décision et à la faire effacer des annales judiciaires de notre pays. Troisième raison, l'indemnisation par l'allocation des dommages et intérêts ne vise-t-elle pas en réalité les trésors publics pour supporter le poids de la condamnation? Pouvons-nous imaginer un seul instant que le législateur congolais ait pu viser la poche du magistrat au risque de tout lui déposséder? En effet, les trésors publics et non seulement la caisse la plus solvable, qui constitue aussi la garantie financière dans le temps, même pour les ayants droit du requérant bénéficiaire de dommages et intérêts en cas de décès de celui-ci. Et d'ailleurs, la partie qui a gagné le procès voit plus les trésors publics plutôt que la poche du magistrat, s'agissant d'une obligation in solidum, car le juge et l'État sont chacun tenus pour le tout. Ainsi, la partie qui a gagné le procès peut s'adresser directement au trésor public pour obtenir paiement. Dès lors, une loi consacrant une telle responsabilité serait la bienvenue, car la justice rendue est celle de l'État, peu importe la personne physique qui la distribue en son nom, s'agissant d'une mission régalienne de souveraineté. Que dire alors d'une éventuelle action récursoire que pourrait espérer l'État congolais? Je la juge peu efficace, surtout que l'État est financièrement plus fort que son agent, outre le fait que le législateur congolais a lui-même créé et entretenu sur ce point un manque criant d'harmonie des textes de loi. Dans la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement son article 63, le législateur congolais ne prévoit aucune possibilité d'action récursoire au profit de l'État contre le magistrat condamné. Par contre, dans la loi organique du 15 octobre 2016 des juridictions de l'ordre administratif, spécialement son article 394, le même législateur prévoit la possibilité d'une action récursoire au profit de l'État contre le magistrat condamné. Comment un même législateur peut-il prévoir dans une loi la possibilité d'une action récursoire et dans une autre loi l'absence d'une telle action pour les magistrats d'un seul et même pays? Avant de légiférer, n'est-il pas utile d'avoir une vue d'ensemble de tous les textes de loi sur une matière donnée, afin d'éviter parfois la contradiction, les incohérences, le manque d'harmonie, voire même un simple télescopage de textes de loi? Dans ces conditions,
mieux vaut supprimer ce genre de procédures afin d'éviter de consacrer inutilement une injustice. Quatrième et dernière raison. Le seul régime qui convient le mieux aux magistrats est le régime disciplinaire. En effet, tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats et que le pouvoir disciplinaire est exercé par la Chambre nationale et les chambres provinciales de discipline. Le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ce régime disciplinaire est en parfaite harmonie avec le code de conduite de l'agent public porté par le décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002, qui ne privilégie que la seule voie d'action disciplinaire pour tous les agents publics, y compris les magistrats. La prise à partie devient donc anachronique dans la mesure où le code de conduite de l'agent public, qui a pour finalité la moralisation de la gestion de la chose publique, ne retient que la seule sanction disciplinaire pour tout agent public qui enfreint ses devoirs professionnels conformément aux dispositions des statuts auxquels il est soumis. Dans ces conditions, le souci d'un traitement équitable de tous les agents publics par rapport à la seule action disciplinaire devrait donc prévaloir. Ainsi, je suis d'avis qu'il suffira à l'État congolais, pour garantir la bonne moralité de ceux qui sont appelés à dire le droit, de penser notamment à installer une école de la magistrature qui soit fonctionnelle en vue de véhiculer les obligations déontologiques au nombre desquelles le sens de l'honneur, de la dignité et de l'impartialité, au lieu de sombrer dans des séminaires et des ateliers interminables et épuisants de renforcement des capacités. En conclusion, le monde moderne du XXe siècle, qui est le nôtre, nous pousse à envisager une véritable révolution en appliquant, en adaptant la science juridique aux réalités nouvelles, car souvent le droit demeure rigide et les législateurs évitent de passer par rapport aux mutations que connaît notre société. Mutations qui appellent sans cesse des modifications dans la législation pour que le droit continue à s'adapter aux transformations multiples qui affectent tous les domaines de la vie de la nation. Il faut donc aux législateurs congolais plus d'audace afin d'aller plus loin en modernisant la règle de droit, voire dans une mission presque pastorale en adaptant la règle de droit aux besoins sociaux de notre pays. En tout état de cause, n'oublions jamais que selon la Sainte Bible, dans Romains 13, 4, 6, version Louis II de 1910, le magistrat est aussi un serviteur et un ministre des dieux. En ces deux qualités, il peut valablement mériter non seulement la protection divine, mais également celle du législateur congolais par la suppression de la procédure de prise à partie dans les buts de garantir un subtil équilibre entre la protection à concéder aux plaideurs contre la prévarication de magistrats et la protection à accorder à ces derniers contre la passion et le ressentiment des plaideurs. Par ces considérations, je plaide pour la suppression de la procédure spéciale de prise à partie en droit judiciaire congolais, ainsi que pour la reprise des travaux par votre cour jeudi, et je vous remercie. Merci, Monsieur le bâtonnier national, pour votre allocution qui donne matière à réflexion.
Et la parole est présentement accordée à Monsieur le procureur général près la Cour de cassation pour sa mercuriale. Excellence, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, permettez-moi de saluer votre présence qui, à cette cérémonie, en dépit de vos lourdes charges, surtout en cette période, notre pays fait face à de nombreux défis de divers ordres sécuritaires, socio-économiques. Votre présence, disais-je, est pour nous une marque d'estime qui nous honore et nous incite à accomplir davantage, avec fidélité, loyauté et détermination, les hautes fonctions nous confient. Elle traduit naturellement votre attachement aux valeurs républicaines que seule la justice, alors la vraie justice, est tenue de protéger en les entourant de toute probité. Excellence, cette rentrée se tient à un moment particulier qui coïncide avec le souvenir que nous avons encore du décès d'un haut magistrat à la personne du procureur général honoraire et émérite, mon prédécesseur à cette fonction, j'ai cité Victor Mumba Mukomo, qui a fait de toute la durée de sa carrière un véritable apostolat pour le triomphe de la justice. C'est aussi pour nous un agréable devoir que nous nous imposons au nom de tous les magistrats du ministère public, au nom de tous les agents de l'ordre judiciaire du parquet, ainsi qu'au nôtre propre, de vous prier, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir recevoir l'expression de nos sentiments patriotiques et de profonde gratitude. Vous n'avez cessé de le dire en des termes clairs que l'indépendance de la magistrature n'était pas négociable. Oui, la justice indépendante à laquelle vous tenez, c'est la liberté, certes, de dire le vrai droit, mais c'est surtout, pensons-nous, le choix de la responsabilité. Parce que nous avons choisi d'exercer cette profession, nous devons l'exercer en toute responsabilité. C'est ici pour nous l'occasion de réaffirmer notre engagement à soutenir vos efforts visant l'édification d'un État de droit. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tous en vos titres et qualités, tout protocole observé. Votre assistance à ce jour, à cette cérémonie, témoigne également de l'intérêt que vous portez à l'endroit du pouvoir judiciaire. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, membres de la composition, conformément au prescrit légal, chaque 15 octobre de chaque année, se déroule l'audience solennelle de votre cour. Ce moment solennel marque la reprise officielle des activités de la dite cour et il offre aussi l'occasion de réfléchir sur un thème. Notre thème pour notre mercurial de ce jour s'intitule « La problématique de la répression de l'enrichissement illicite » en trois positifs congolais, j'ai bien dit. La problématique de l'enrichissement
de la répression de l'enrichissement sans cause illicite en droit positif congolais. De longues années durant, l'humanité déplore un phénomène réel, crucial, et qui revient, appelé la corruption. Notre intérêt, en vous faisant part de cette mercuriale, et se trouve dans l'éveil de l'ensemble de la communauté nationale sur la gravité de la situation que crée l'enrichissement illicite, ainsi que sur la nécessité d'une riposte juridique adéquate et ponctuelle. Dans notre pays, l'enrichissement illicite n'est pas un phénomène rare, bien au contraire, il est dénoncé à longueur des journées par l'opinion publique et se traduit principalement par l'acquisition ou la construction effrénée des immeubles et l'exhibition d'un char automobile de dernier cri. L'enrichissement illicite s'impose aujourd'hui comme l'une des manifestations les plus pernicieuses de la corruption qui gangrène notre société. En cela, il mérite d'être combattu. Notre mercuriale comprend 2 chapitres. Je vais aller très rapidement pour la partie de définition ainsi que pour la deuxième partie, nous nous attarderons un peu plus relative à des réformes que nous proposons pour que le législateur s'assume et mette notre pays au diapason de législation moderne. Qu'est-ce l'enrichissement illicite? Comment est-il défini? Plusieurs approches et définitions de l'enrichissement illicite ont été avancées et il y a un point de jonction. L'enrichissement illicite se trouve être compris comme une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par ses revenus légitimes. Sous réserve de cela, de ce qui vient d'être dit, dans son expression la plus élémentaire, l'acte d'enrichissement illicite peut être globalement défini comme le fait de disposer d'un patrimoine dont le niveau n'est pas justifié par rapport à des revenus légitimes. Parmi les sources légitimes, on peut citer par exemple les salaires, les profits tirés des activités économiques, les profits tirés des activités économiques régulières, les versements des retraites, les héritages légalement établis ou encore divers dons et libéralités effectués dans le respect des règles fiscales et de transparence. Ceci pour rappeler que même un cadeau peut être soumis à un contrôle dès lors qu'il ne respecte pas les règles habituellement admises, fiscales et de transparence. Dans la législation actuelle de notre pays, le code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, définit l'enrichissement illicite comme étant l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes. Quel serait alors le caractère distinct de l'enrichissement illicite par rapport aux autres infractions? Nous avons cité corruption, détournement de deniers et concussion. L'enrichissement illicite se distingue par son objet et sa preuve particulière et son caractère autonome par rapport à d'autres infractions. Il repose sur l'accroissement injustifié du patrimoine d'un agent public ou privé que celui-ci ne peut expliquer par ses revenus légitimes, tandis que pour les autres infractions telles que la corruption, le détournement des deniers, ainsi que la concussion, les fondements reposent sur un acte matériel précis. Posons-nous alors la question de savoir d'où l'enrichissement illicite tire ses origines.
L'enrichissement illicite tire ses origines tant des sources internes que des sources internationales. Parlant des sources internationales, au niveau mondial, il existe la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cette convention a été adoptée à Maputo en 2003 et a été ratifiée par notre pays la même année, en date du 8 juillet. Il y a aussi le protocole de la SADC contre la corruption ainsi que la convention de la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale, sur la prévention et la lutte contre la corruption. C'est dire que ce soit à l'interne ou sur le plan international, beaucoup de pays réfléchissent, le nôtre y compris, sur le moyen de définir comme il se doit l'enrichissement illicite et surtout sur la répression que mérite ce fléau. Sur le plan interne, il y a la Constitution, il y a le Code pénal, il y a les lois et les règlements, mais tout cela nous amène à ce constat seul. Les insuffisances de la répression en droit congolais. En effet, vous aurez constaté qu'il n'existe pas présentement dans les droits congolais une infraction autonome dénommée enrichissement illicite. L'enrichissement illicite est plutôt cité comme un fait constitutif de l'infraction de corruption. Mais l'infraction de corruption, pour qu'elle soit établie, demande le constat d'un élément matériel précis. Voilà pourquoi notre réflexion, parce qu'il faut aller creuser dans la plaie. Il faut aller plus loin, creuser la racine, parce qu'on veut guérir une plaie, il ne faut pas se contenter de soigner la surface, mais il faut aller à l'intérieur. Et cet intérieur, c'est l'enrichissement illicite, qui est une preuve de manifestation, soit d'un détournement de deniers publics, soit de la corruption, soit de la concussion. Et c'est là où nous allons livrer au législateur certaines pistes pouvant lui permettre de légiférer en toute objectivité et de manière impersonnelle. Il est dès lors à se dire, parce qu'il faut aller creuser à la source, que l'éradication de ces fléaux d'enrichissement illicite mérite un dispositif répressif assez costaud. Alors, quelle est la nécessité de renforcer justement les dispositifs répressifs contre l'enrichissement illicite? Pour le renforcer, il est opportun d'ériger l'enrichissement illicite en infraction autonome, ce qui implique une réforme du droit pénal congolais. Comment pourrions-nous justifier que l'enrichissement illicite demeure ou puisse devenir une infraction autonome bien séparée de celle dont nous avons parlé tout à l'heure? Ériger l'enrichissement illicite en infraction autonome permettra de sanctionner toute disproportion injustifiée entre le patrimoine d'un agent public, toute disproportion injustifiée entre le patrimoine d'un agent public ou un particulier et ses revenus légaux, sans devoir démontrer l'acte de corruption, de détournement ou de concussion qui a généré cette richesse. Cela comblera le vide juridique et assurera la conformité de la République démocratique du Congo aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés. Il en découle des avantages ci-après. L'allègement de la charge de la preuve, la dissuasion et la restauration de la confiance publique. S'agissant de l'allègement de la charge de la preuve, contrairement à toutes les infractions où les ministères publics assurent comme organe accusateur de démontrer, d'apporter la preuve des faits qu'il soutient, il sera ici contraire aux dispositions habituellement admises. En effet, il incombera, dans les cas d'enrichissement illicite, à celui qui est accusé, qui est amené devant la barre pour enrichissement illicite, de prouver l'origine licite des biens qu'il a acquis. L'incrimination autonome de l'enrichissement illicite allégera la tâche, donc au ministère public ou l'organe de la loi, qui se limitera à établir que l'agent public dispose d'un patrimoine disproportionné à ses revenus légaux, connus et qu'il n'existe aucune justification apparente
de cette situation. Les droits de la défense devront absolument être protégés en donnant à celui qui est incriminé d'enrichissement illicite les moyens de pouvoir produire, soit au magistrat en phase préjudicielle, soit devant les juges, les preuves de la légalité des moyens qui disposent. L'inversion de la charge, vous l'aurez constaté, des preuves n'est cependant pas absolue. Elle doit être entourée des garanties indispensables. Car, comme nous l'avons dit si haut, un enrichissement peut avoir une origine licite. C'est là où il est question d'instaurer dans cette infraction un arsenal juridique de prévention et de répression contre la corruption, le détournement et ainsi que la concussion. Il s'agit là d'un signal fort, d'un message clair pour dire l'État devra disposer de nouveaux outils dans la lutte contre la corruption. En ciblant directement le résultat de la corruption qui se trouve être l'enrichissement illicite, cette loi simplifiera la preuve, agira comme un puissant outil de dissuasion et par son application restaurera la confiance des citoyens en leurs institutions. L'existence d'une loi contre l'enrichissement illicite et son application devra aider à regagner la confiance et à renforcer les sentiments d'une justice équitable. Quelles sont donc les propositions que nous voulons apporter dans les réformes? Ces propositions qui peuvent être mises à la disposition du législateur pour que l'infraction d'enrichissement illicite figure désormais dans l'arsenal juridique congolais. S'agissant des réformes à mettre en place dans le droit pénal congolais, les réflexions devraient tourner autour de l'élaboration d'une loi relative à la répression d'enrichissement illicite comme infraction autonome, de la spécialisation des magistrats sur la matière, de la mise en place des mécanismes de suivi du patrimoine, ainsi que de la protection la plus large possible des lanceurs d'alerte. Ça fait 4 points. Le premier, l'élaboration d'une loi relative à la répression de l'enrichissement illicite. Naturellement, il existe en droit un principe appelé il est dit nulla poena sine lege, le principe de la légalité des délits et des peines qui exige qu'aucun acte ne puisse être pénalement sanctionné sans une disposition légale préalable, présentée avec une précision suffisante. Le code pénal actuel mélange la corruption avec l'enrichissement illicite, ce qui n'est pas agréable. Des lege ferenda, quant au législateur, devant les difficultés d'établissement de la preuve de la corruption auxquelles se heurtent souvent les ministères publics, ainsi que les cours et tribunaux, il faudrait donc réfléchir dans un vaste débat sur le fait, faute de pouvoir dénicher la corruption, sanctionner son aboutissement, qui est l'enrichissement illicite. Cette infraction pour laquelle il est impérieux d'élaborer une loi spéciale relative à sa répression sera constituée de manière autonome également. Cette loi comprendrait aussi, notamment, un mécanisme plus efficace de recouvrement des avoirs obtenus illégalement, la qualité exacte de l'auteur, le mécanisme de suivi des patrimoines ainsi que la protection des lanceurs d'alerte. Elle devrait aussi déterminer les critères d'appréciation d'un enrichissement illicite. Il s'agira en outre de viser les personnes dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'origine illicite de leur richesse qui leur permet de mener un train de vie ou de posséder un patrimoine sans rapport avec les revenus dont elles disposent. L'infraction ne pourra-t-elle concerner que les agents publics ou toute personne? Dans une première réflexion, oui. Oui, en disant qu'elle devait d'abord concerner les agents publics et dans une autre mesure, elle devra intéresser tout le monde, même un particulier. À ces propos, le professeur Manassi fait remarquer que la présomption d'enrichissement illicite dans le chef d'un particulier non employé conduira à demander à un commerçant de justifier raisonnablement comment il est devenu millionnaire, comment il est passé de millionnaire à milliardaire, de milliardaire à multimilliardaire.
ce qui peut conduire à une tracasserie policière, voire à des abus de droit de la part des personnes chargées des enquêtes, avec comme conséquence la fuite des capitaux et la détérioration du tissu économique due à la réduction des investissements. Une arnaque qui dégénérerait et entraînerait un climat malsain des affaires, ce qui est tout à fait correct. Les arnaques policières ou judiciaires. Voilà pourquoi le législateur est invité à canaliser les éléments qui constitueraient cette infraction autonome que nous appellerons l'infraction d'enrichissement illicite. Devant ces deux hypothèses, il appartiendra au législateur de lever l'option. Par ailleurs, l'enrichissement illicite étant la cause, la manifestation et la conséquence des infractions de corruption ou de détournement de les peines complémentaires appliquées à la corruption et au détournement, principalement, à savoir l'exclusion de la fonction publique, l'interdiction au mandat public et la privation à la condamnation ou à la libération conditionnelle devraient aussi être prévues pour les cas d'un condamné pour enrichissement illicite. Nous avions tout à l'heure parlé, compte tenu de la technicité de la cause, qu'il fallait des magistrats spécialisés dans le domaine. En effet, il y a des transactions qui se font au nom de l'État. Il y a l'attribution des marchés publics par des soumissions irrégulières ou à des conditions anormales. Il y a la vente de biens de l'État, la liquidation des sociétés d'économie mixte, des entreprises et des établissements publics, les opérations de la chaîne de dépenses publiques, qui donnent souvent lieu à des actes d'enrichissement illicite. Mais si les magistrats ne disposent pas des bagages suffisants pour pouvoir connaître les tenants et les aboutissants de la procédure. Voilà pourquoi nous tenons à ce que pour ce genre d'infraction, qu'un corps de magistrats spécialisé puisse être mis sur place. C'est pour nous aussi l'occasion de soutenir la venue des parquets financiers. Il suffira de donner les contours pour donner à ces parquets toute la puissance qu'ils devraient avoir. Mais il s'agira de mettre en leur sein des magistrats spécialisés qui auront eu des connaissances suffisantes pour pouvoir aller à la recherche et à l'aboutissement des éléments constitutifs de l'infraction d'enrichissement illicite. C'est ainsi que Maître Mbaye rappelle que l'enrichissement illicite étant par essence un délit financier, le droit pénal ne peut le traiter en ignorant les règles de la finance, de la fiscalité, de la fiducie, de la comptabilité, des techniques bancaires, car l'appréciation de cette infraction requiert, de la part des praticiens du droit, des connaissances solides dans les matières de droit précitées, évidemment aussi l'assistance des professionnels dans les autres matières détachées du droit pur. Nous avons parlé tout à l'heure des lanceurs d'alerte, qui sont des dénonciateurs. À longueur de journée, et je dis au début, on ne cesse de crier ces immeubles qui naissent, ces véhicules grand luxe qui circulent dans la ville, et les gens se demandent si ces acquisitions ont une origine licite. Et nous avons bien dit qu'il existe bien des sources licites que nous avons citées tout au début. Mais il faut qu'il y ait l'existence des moyens fiables de détection qui est un préalable à la sanction de l'enrichissement sans cause. Et c'est là où se trouve tout le problème. Pour ne pas réciter Manassi, qui a parlé d'arnaque qui pourrait subvenir à l'occasion de la dénonciation. Voilà pourquoi nous avons suggéré que le lanceur d'alerte, que les dénonciateurs puissent bénéficier d'une protection. Et là, il s'agira des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte de bonne foi. Et nous les connaissons à longueur de journée, ils sont sur les réseaux sociaux. Ceux qui, juste pour saluer une réputation, s'évertuent à écrire n'importe quoi. Ici, nous parlons bien des lanceurs d'alerte de bonne foi. La lutte contre l'enrichissement illicite ne peut se limiter au dispositif de contrôle formel. Elle suppose également l'existence d'un environnement favorable à la dénonciation des faits d'enrichissement illicite. Or, le silence des témoins et des agents publics s'explique souvent par la crainte des représailles administratives
judiciaire et physique en l'absence d'un cadre légal plus protecteur. Déjà, dans notre législation, l'article 149 du Code pénal dispose qu'aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être engagée contre un témoin, un expert ou une victime qui, de bonne foi, a transmis des informations ou déposé contre des actes de trafic d'influence ou de corruption devant l'autorité judiciaire compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire ou devant la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorables Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, parce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, tant il est vrai qu'il vaut mieux obéir aux lois qu'aux hommes. L'amour de la justice n'est, en la plupart des hommes, que la crainte de souffrir l'injustice, a dit François de la Rochefoucauld. Il n'existe donc, disais-je, à ce jour dans notre législation, aucune infraction autonome dénommée enrichissement illicite. De même, il n'existe pas de définition universellement admise de l'enrichissement illicite, mais tout au moins, toutes les définitions convergent en ce qu'il y a une inadéquation entre les patrimoines qu'on a ainsi que les moyens pour construire ce patrimoine. Dans la perspective de doter le pays d'une riposte juridique et judiciaire à la hauteur des dégâts socio-économiques que cause le phénomène sous examen, nous avons préconisé l'élaboration d'une loi particulière de lutte contre l'enrichissement illicite, comme il en existe déjà, du reste, dans certains pays. Platon n'a-t-il pas dit que la justice de l'intelligence et la sagesse, le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur mesure. Ainsi, la répression efficace de l'enrichissement illicite demeure un levier incontournable de la lutte pour l'assainissement de mœurs. Nous restons convaincus qu'avec la détermination et la foi dans le relèvement du défi de la riposte contre les antivaleurs, et aussi, parce que nous y croyons, avec la bénédiction de la protection du Très-Haut, la République démocratique du Congo, notre pays, y parviendra. Que ce même Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président, aussi pour le président de la République. Nous requérons qu'il plaise à la Cour de cassation de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Nous vous remercions. Merci, Monsieur le procureur général, pour votre mercurial. Et c'est le tour du premier président de prendre la parole pour son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Conformément à l'article 64 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, le 15 octobre de chaque année, la Cour de cassation s'est réunie en audience solennelle et publique au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et les bâtonniers du barreau près la Cour de cassation une allocution. La Cour de cassation est profondément honorée par votre présence remarquable qui confère à cette audience un éclat particulier et illustre avec force votre engagement en faveur de l'état de droit et démontre que cette cérémonie annuelle n'est pas un simple rituel, mais un rappel solennel et sacré que la justice demeure le socle sur lequel s'est bâti cet état de droit. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à votre haute autorité pour votre présence à cette audience. Aussi,
J'ai saisi cette occasion, cette opportunité pour exhorter tous les magistrats des juridictions civiles de l'ordre judiciaire placés sous l'autorité de la Cour de cassation à persévérer avec plus de rigueur et de détermination dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle en s'érigeant en rempart contre toutes les antivaleurs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement ici représentée, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Mesdames et Messieurs, Excellences et honorables, distingués invités, tous, en vos titres et qualités, tout protocole réservé. Je salue votre présence à cette audience et vous exprime ma profonde gratitude pour l'intérêt constant et l'attachement soutenu que vous manifestez à l'égard des activités de la Cour de cassation. Je salue particulièrement la présence nombreuse des avocats à cette audience. Malgré la longue nuit électorale, ils ont passé dans les deux barreaux de la ville-province de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déferlés. La bonne administration de la justice repose sur le concours de plusieurs acteurs essentiels, à savoir les magistrats, les agents de l'ordre judiciaire et les avocats. Dans mon discours de rentrée judiciaire pour l'exercice 2023-2024, parlant des magistrats, j'avais évoqué les conditions de l'administration de la justice par ses différents opérateurs en déplorant particulièrement les effets néfastes de la corruption, qualifiée de peste par votre haute autorité comme une antivaleur transversale. Dans celui de rentrée judiciaire 2024-2025, je m'étais appesanti sur le greffier dans son rôle et sa responsabilité pour une bonne administration de la justice. Souvent méconnu du grand public, cet acteur n'est pas étranger à l'affaiblissement progressif de notre appareil judiciaire. À l'égard des uns et des autres, je n'avais pas manqué de formuler quelques pistes de solutions, même si leur mise en œuvre continue à tarder. Pour la présente rentrée judiciaire 2025-2026, fidèle à l'option par moi levée de m'écarter de la tradition des discours académiques, j'ai résolu de jeter les projecteurs sur un autre acteur judiciaire que l'avocat, en retenant le thème ci-après. Le rôle de l'avocat dans la construction de l'état de droit. Pour mieux cerner ce thème, il me semble utile de comprendre la profession d'avocat en m'attardant sur ce qu'il est. 1. Sa mission. 2. Sa contribution à la bonne administration de la justice. 3. Et les dérives d'ordre professionnel impactant sur cette dernière. Il est quelque peu surprenant qu'à l'occasion du discours de rentrée judiciaire de la Cour de cassation, le premier président de cette Cour développe un sujet relatif au rôle de l'avocat. Il vous en souviendra que dans son allocution de rentrée judiciaire 2024-2025, le bâtonnier national Michel Chebele Makoba avait évoqué la complémentarité entre l'avocat et le magistrat en développant le sujet la pension de retraite du magistrat congolais, plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie du retraité. Justifiant le choix de ce sujet, il affirmait que la magistrature et le barreau sont deux corps de la même famille judiciaire, mais avec des rôles différents. C'est également ma conviction. En effet, magistrats et avocats partagent une même responsabilité, celle de faire vivre la justice, non seulement comme institution, mais comme valeur. Qu'est-ce qu'un avocat?
Et quelle est sa mission? Le cadre légal de son statut est l'ordonnance loi numéro 79/028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps défenseur judiciaire et du corps des mandataires de l'État. Au terme de l'article 1er de cette ordonnance loi, les avocats sont des auxiliaires de justice chargés d'assister ou de représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions. Ils peuvent consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privés, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions. En tant que tel, l'avocat exerce une profession libérale et indépendante. Pour y accéder, il doit remplir plusieurs conditions, notamment celle majeure et indispensable de justifier d'un diplôme de licence ou de doctorat en droit et n'avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. Il résulte du serment que l'avocat prête avant d'être inscrit sur la liste préparatoire ou d'exercer sa profession, que cette dernière s'est construite autour de certaines valeurs, notamment l'obéissance aux lois, la dignité, la conscience, l'indépendance, l'humanisme ainsi que le respect dû aux magistrats et aux autorités publiques. Il ressort de ces missions que l'avocat n'est pas seulement un professionnel du droit. Il est un acteur clé de la justice, indispensable pour garantir la défense des droits de chacun, qu'il s'agisse des particuliers ou d'entreprises et même de l'État. Ainsi, il est le vecteur qui transforme le droit effectif, qui transforme en droit effectif un prétendu droit, car sans conseil éclairé et sans représentation adéquate, les droits demeurent souvent lettre morte. Comment l'avocat accomplit-il sa mission? L'exercice de la profession requiert un esprit de recherche pour être au parfum de loi, de la doctrine et de la jurisprudence, une construction d'arguments solides, une clarté dans la rédaction des requêtes, assignation ou conclusion, une tactique oratoire pour convaincre. Outre cet aspect technique, l'avocat accomplit sa mission en respectant un ensemble de devoirs et d'obligations qui encadrent strictement sa profession. En dehors des devoirs et obligations précités, l'avocat jouit de certains droits lui reconnus par l'ordonnance loi susvisée. Quels sont les apports d'un bon avocat? Un avocat compétent ne se contente pas de défendre son client. Il contribue effectivement à la rigueur du processus judiciaire, notamment en élevant la qualité des débats par ses arguments et en obligeant les juges, par sa présence, à motiver leurs décisions. En ce qui concerne l'élévation de la qualité des débats, l'avocat est appelé à structurer les raisonnements pour présenter des arguments juridiques clairs, logiques et étayés par les textes de loi, la jurisprudence et les faits du dossier. Il est appelé à respecter la procédure afin d'assurer que le procès est équitable en signalant toute irrégularité pour obliger la partie adverse et le juge à se conformer scrupuleusement aux règles du jeu. Il est appelé, enfin, à la contradiction et à la critique, soumettant les thèses de la partie adverse à un examen rigoureux. S'agissant de l'obligation aux juges à motiver leurs décisions, le rôle de l'avocat est de présenter des conclusions écrites détaillées qui contiennent l'ensemble de ses arguments et demandes. En somme, un avocat compétent rend la justice meilleure, élève la qualité des débats, oblige les juges à motiver à suffisance sa décision et contribue à la justesse de celle-ci, renforçant de ce fait la confiance du public en la justice. L'avocat ne se bat pas seulement pour son client, il est aussi un auxiliaire de justice essentiel. Sa compétence et sa diligence sont des garde-fous contre l'arbitraire et la routine.
forçant le système judiciaire à la rigueur et à la transparence. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. L'avocat plié de la justice et garant des droits des clients est parfois théâtre de dérives inacceptables qui ternissent son image et minent la confiance du public. Loin de l'image du défenseur intègre certains comportements déviants et révèle une corruption rampante et une trahison des principes fondamentaux de la profession. Il est inadmissible d'entendre un avocat inciter son client à corrompre le juge en lui disant « J'ai fait mon travail, fais le tien en rencontrant le juge », transformant ainsi le processus judiciaire en une transaction souterraine. Plus grave encore est la pratique qui consiste, dès l'entame de la procédure, à prendre contact avec un greffier, ce dernier agissant comme un intermédiaire obscur entre l'avocat et les juges. Cette collusion compromet l'impartialité de la justice, tout comme les entrevues directes et discrètes avec les juges, au nom du client, brise les principes de la publicité des débats et de l'égalité des arts. Ces agissements s'accompagnent souvent d'une pression financière indue, où l'avocat fait croire à son client que rien ne marchera s'il ne débourse pas une somme d'argent, exploitant la vulnérabilité de celui-ci à des fins purement lucratives. Face à une faiblesse argumentative, certains avocats préfèrent l'excuse fallacieuse selon laquelle l'adversaire est plus fort que son client, alors qu'ils n'ont apporté ni pièce solide, ni note de plaidoirie convaincante, étant de ce fait incapables d'admettre leur propre insuffisance. L'atteinte à l'intégrité du système judiciaire est poussée à son paroxysme lorsque les avocats établissent un contact direct et régulier avec les juges en dehors des cadres procéduraux, allant même jusqu'à la rédaction des projets de décision judiciaire que les magistrats véreux se contentent ensuite d'endosser, transformant ainsi la robe noire en une plume invisible de celle-ci. Le summum de l'objection est atteint lorsque l'avocat travaille activement contre les intérêts de son client, fournissant des arguments à l'adversaire plus fortuné en échange de quelques avantages financiers et ou matériels, transformant ainsi les défenseurs en un agent de l'injustice. De même, il s'observe que certains avocats sont foncièrement impliqués dans une entreprise criminelle dite folio, consistant dans la spoliation des immeubles de l'État et des particuliers. Ils opèrent avec le concours de certains magistrats, greffiers et huissiers de justice véreux qui en tirent des gains sordides. Si l'on y prend garde, disais-je, ces réseaux risquent de s'intensifier jusqu'à atteindre certains élus du peuple, parmi lesquels ils tentent déjà de recruter des porte-paroles ou des porteurs de questions orales avec débat. En effet, réagissant à cette pratique décriée, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, vous avez chargé votre directeur de cabinet qui, par la lettre numéro 2257-09-2025 du 4 septembre 2025, en a appelé à la collaboration de toutes les autorités destinataires de celle-ci, dont le premier président de la Cour de cassation, chacun dans la sphère légale de ses compétences, pour le démantèlement efficace des foliomènes. Il en est de même de la lettre numéro K-PM-ASS-AKD-2025-2802 du 5 septembre
2025 par laquelle Madame la Première ministre, sous la plume de son directeur de cabinet, a encouragé toutes les autorités à procéder à toutes les diligences aux fins du démantèlement de ces réseaux mafieux qui insécurisent la propriété immobilière et jettent un discrédit total tant sur les administrations foncières et immobilières que sur la justice de notre pays. Dans les mêmes ordres d'idées, je salue l'heureuse initiative de collaboration fructueuse entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice tel que voulu par votre autorité. En effet, lors du briefing sur la redevabilité du gouvernement organisé par le ministère de la Communication et Médias le mercredi 17 septembre 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, évoquant la priorité de la justice, les priorités de la justice, a mis l'accent sur la lutte contre la corruption et le renforcement de l'état de droit. Il a réaffirmé que cette lutte constitue sa première priorité et à la suite des échanges par lui reçus du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, il a exprimé sa volonté de travailler étroitement avec cet organe du pouvoir judiciaire et dit avoir été informé par celui-ci notamment sur les chambres de discipline fonctionnant en son sein, les condamnations ayant sanctionné les procédures disciplinaires, des prises à partie et des actions pénales ouvertes à charge des magistrats pour des faits de corruption. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a reconnu également que le phénomène de la corruption implique une chaîne non seulement des magistrats, mais aussi des avocats, des greffiers, des secrétaires de parquet, d'huissiers et même des justiciables. S'agissant singulièrement des avocats, il a dénoncé l'existence d'une mafia organisée dont l'État est victime dans la gestion notamment des contentieux le concernant. À l'appui de ce postulat, il a déploré le fait que certains avocats qui représentent l'État s'arrangent avec les avocats des partis adverses pour faire condamner ce dernier à payer des sommes exorbitantes. Aussi, pour éradiquer ce fléau, il a préconisé d'instaurer un processus transparent pour ne confier la gestion des intérêts de l'État qu'au cabinet d'avocats caractérisé à la fois par une éthique rigoureuse et des compétences éprouvées, d'une part, et d'autre part, le défèrement des avocats aux instances ordinales du barreau pour des cas de corruption et de mauvaise conduite. Par ailleurs, la déviance comportementale s'observe également en matière d'éthique et de déontologie des avocats. En effet, l'article 78 de l'ordonnance loi numéro 79 par 025 du 28 septembre 1979 précité prescrit que l'avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l'audience, à l'officier du ministère public, au bâtonnier et aux confrères chargés des intérêts de la partie adverse. Appuyant cette disposition légale, l'Ordre national des avocats a pris la décision numéro 42/CNO/RIC du 18 juin 2022 portant obtention préalable d'une attestation pour prester dans les ressorts d'un autre barreau. Il en ressort que tout avocat appelé à se rendre dans les ressorts d'un autre que celui de son appartenance pour l'exercice ponctuel de sa profession est tenu de se munir d'une attestation de son bâtonnier indiquant l'affaire objet de son déplacement. Cette attestation est à présenter au bâtonnier du barreau du ressort d'accueil avant toute prestation. Cependant, il m'a été donné de constater que les comparaisons des avocats devant diverses juridictions du pays se font en violation manifeste de la disposition légale précitée. C'est pourquoi il est de mon devoir, dans le cadre de la collaboration avec l'Ordre national des avocats, de prêter main forte à celui-ci et au Conseil de l'ordre des barreaux établis dans les ressorts de chaque cour d'appel. À ce sujet, je compte instruire par voie d'une note circulaire chaque juridiction d'exiger de tout avocat qui comparaît devant elle de décliner son barreau d'appartenance et au moindre constat que celui-ci comparaît dans les ressorts d'un autre, lui exiger la production de l'attestation de son bâtonnier indiquant l'affaire, objet de son déplacement, faute pour ce faire, l'inviter
à retirer sa comparution. Cette instruction procédera de la collaboration pour aider les différents barreaux à maintenir la discipline, à prévenir les fautes et à élever la conscience professionnelle. S'agissant de la collaboration entre les pouvoirs judiciaires et les barreaux en matière de lutte contre la corruption, j'avais dénoncé dans mon discours de rentrée judiciaire 2023-2024 la sollicitation et l'obtention des moyens corrupteurs par les avocats auprès de leurs clients, pudiquement appelés dans leur jargon moyens non communicables entre parties, mais destinés en réalité aux magistrats. À cette occasion, j'avais solennellement invité les avocats à dénoncer, preuve à l'appui, les magistrats corrompus. Mais hélas, plus de 2 ans après, cet appel est resté lettre morte. Toutefois, il y a lieu de mentionner que les cours et tribunaux ont eu à condamner certains avocats dans les causes indiquées dans mon discours écrit qui sera publié et qui est en train d'être distribué, notamment devant la Cour de cassation en 2024, la Cour d'appel de Matadi en 2023, celle du Haut-Katanga en mai 2025 et devant le tribunal de paix de Kindu en mars 2025. D'autres affaires contre certains avocats sont encore pendantes, notamment devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le tribunal de grande instance de Mboujima, il y a 2 affaires, les tribunaux de paix de Mambasa, de Kindu et de Kinshasa-Gombe. La peste de corruption, ce phénomène particulièrement pernicieux, mérite une attention particulière. D'une part, il existe des avocats corrupteurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent à corrompre les juges ou à instrumentaliser celui-ci pour des décisions favorables. Et d'autre part, il existe des avocats qui montent des stratégies de dénonciation mensongère de corruption ou de corruption fictive, montées de toutes pièces pour nuire au juge, lui faire payer les pots cassés d'une décision défavorable ou donner une image dégradée de l'institution judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. L'opportunité que m'offre la présente rentrée judiciaire me permettait d'abord d'aborder un sujet d'actualité relatif à la problématique du monopole de représentation reconnu aux avocats du barreau près la Cour suprême de justice en attendant que soit revue la législation sur les barreaux, une révision que j'appelle de tous mes vœux. Mais compte tenu du temps largement avancé, les développements irrélatifs pourront être lus dans mon discours à publier dont je parlais tantôt. Les problèmes suscités par ce monopole légal se trouvent au centre d'une controverse au regard de son incidence à la fois sur la qualité de la justice et sur l'accès à la justice. Néanmoins, je peux à ce niveau souligner que le petit nombre actuel d'avocats habilités à plaider devant la Cour de cassation rend leurs prestations plus onéreuses et limite ainsi l'accès à la justice pour les personnes économiquement faibles. Historiquement, la Cour de cassation en République démocratique du Congo, créée par la Constitution de 2006, a remplacé la Cour suprême de justice et l'urgence s'impose car le barreau près la Cour suprême de justice compte 21 avocats dont seulement près de la moitié sont encore actifs. C'est pourquoi, devant cette impasse, la Cour de cassation admet encore les avocats de la défunte Cour suprême de justice pour ne pas bloquer ses activités. Pour ma part, j'émets le vœu d'un réexamen par le Sénat ou par l'Assemblée nationale de tout projet ou proposition de loi sur le barreau, plus particulièrement sur cette question qui continue à susciter les débats. Aussi, puis-je rappeler qu'il est de vertu
qui ne se négocie pas, des valeurs sans lesquelles l'exercice du droit perd son âme. Parmi elles, la qualité et la bonne moralité constituent les deux piliers qui soutiennent la profession d'avocat, surtout lorsqu'il s'agit d'exercer devant la Cour de cassation. L'avocat après cette cour n'est pas un praticien ordinaire. En effet, outre les exigences de l'article 115 de l'ordonnance loi numéro 79/028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau déjà cité précédemment, ainsi que celles liées à l'éthique et à la déontologie de la profession, il se distingue par une maîtrise approfondie des textes de loi et de la technique de cassation. En somme, la qualité et l'expérience, gage de compétences et de rigueur, induisent le respect tant dans le chef de l'avocat lui-même que dans celui de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire et partant de la justice elle-même. Cependant, la technicité du droit ne suffit pas à elle seule si elle ne s'allie pas aux standards éthiques précités. Il demeure acquis de mes échanges avec le bâtonnier national qu'aucun barreau ne peut tolérer parmi ses membres des conduites entachées de fraude, de corruption ou d'indignité. Ils doivent inspirer confiance à leurs clients et pairs, aux juges et à la société tout entière, car leur moralité et le gage de leur profession s'exercent pour le triomphe du droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Que retenir de mon propos de ce jour? J'ai rappelé le rôle déterminant de l'avocat dans l'administration de la justice en mettant en lumière ses différentes qualités découlant de la loi, de l'éthique, de la déontologie de sa profession. Je n'ai pas manqué de relever sa contribution dans la qualité de la justice lorsque cette dernière est considérée comme le socle de l'état de droit. Toutefois, je n'ai pas passé sous silence un certain nombre d'antivaleurs qui font perdre à cette profession sa noblesse. L'occasion faisant le larron, j'ai mis en scène la problématique du monopole des représentations en justice reconnues aux avocats du barreau près la Cour suprême de justice, en mettant en relief la nécessité et l'urgence de concilier la qualité de la justice à l'accès à la justice, surtout en faveur des justiciables économiquement faibles. Sur ce, la Cour de cassation reprend ses activités pour l'exercice 2025-2026 et je vous remercie. Plus rien n'étant au rôle, la parole est au chef du protocole d'État pour la suite du programme. L'audience est levée. Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Mesdames et Messieurs, nous vous informons qu'un cocktail sera servi aux invités. 27 minutes de la mercuriale du procureur général près la Cour de cassation et à peu près 29 minutes du discours du premier président de la Cour de cassation. Le premier président de la Cour de cassation a abordé la question du rôle de l'avocat dans la construction de l'état de droit.
Africa Cool, la chaîne authentique. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et la chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et êtes très rapide, et la chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Et le rôle babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo. Africa Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.